la planète, de retour de festival Périplétie à Mâcon, édition 2022. Eh bien, nous sommes au festival Périplie Compagnie, qui a toujours lieu ce week-end, parce que j'arrête pas de le répéter, du 11 au 13 novembre. Voilà, nous sommes toujours à ce festival-là. On n'a pas déménagé. On n'a pas déménagé. Et au micro donc de notre studio mobile, Allô la planète, nous avons Nicolas Moulin. Bonjour. Bonjour Nicolas. Salut. Bienvenue. Merci. Merci de m'accueillir. Donc Nicolas, ton domaine à toi, ta passion, c'est le papillon. Et un papillon en particulier. Alors je vais pas dire le nom barbare, je vais mal le prononcer, je vais te laisser le faire. Oui. Et oui, effectivement, je suis entomologiste. Donc c'est un mot un peu barbare aussi. Oui, c'est barbare. J'étudie les insectes. Et là, je suis parti en mission pour étudier un papillon en particulier. C'est le plus grand papillon de jour d'Afrique, qui s'appelle Papilio antimachus. Et il souffre en fait de braconnage, parce qu'il est très grand, très beau, et la femelle est très rare. Le mâle fait 20 cm d'envergure. On dirait un grand voilier, presque comme une hirondelle. C'est assez incroyable. Lui, le mâle, il vole à hauteur d'homme et il vient butiner des sels minéraux au bord de la rivière, au bord des pistes. Donc on le voit assez fréquemment. Du coup, il est facilement capturé. Et la femelle, elle vit au-dessus de la canopée. D'accord. Elle vole au-dessus des arbres. Voilà. Et donc, il se retrouve là-haut pour s'accoupler. Il arrive à monter là-haut pour... Voilà, parce qu'en fait, il vole sur des points hauts. Et du coup, il guette. Quand elle passe, il s'accouple. Et c'est tout ce qu'on sait. Ah oui. Et donc, on est parti là-bas parce qu'on ne connaît pas la chenille. On ne connaît pas la plante hôte, donc la plante nourricière de la chenille. Et donc, on a monté une expédition pour aller l'étudier. Et tu es parti quand, du coup, pour cette expédition ? Je suis parti exactement il y a 3 ans, donc au sud-ouest de la République centrafricaine, près de Mbeki, au sud de Bangui, la capitale. 1 mois en forêt, en huis clos, avec 15 occidentaux, ils étaient 5 pygmées, Bahaka, qui venaient de plus au sud, de Bayanga. Et puis des centrafricains guides avec qui on travaille en fait depuis déjà des années en fait. C'était la 3e fois que je partais en République centrafricaine avec une bonne moitié de l'expédition. Voilà. Et en fait, ça partait pour une expédition scientifique. Et puis il y a énormément de choses qui nous sont arrivées, plus ou moins désagréables. Et en fait, c'est parti en aventure en fait. Et je pars toujours maintenant avec un carnet de voyage vierge, parce que je lis énormément. J'ai lu Raymond Maufray, qui a disparu en Guyane, André Gide, dans Voyage au Congo, Retour par le Tchad, a presque passé à Bangui et passé par là. A vu ce papillon à l'époque, parce que donc voilà, c'était il y a des années. Et je lis ça et ça donne envie d'aller en Afrique centrale et de partir et d'arriver à garder une trace de ce qu'on fait. Et en fait, au bout de 48 heures, on n'était pas encore en forêt, que j'ai commencé à à remplir mon carnet, des dessins, des impressions, ce qui se passait, décrire les paysages, décrire les nuées de papillons, parce qu'il y en avait quand même partout. Le gigantisme tropical, c'est magnifique. Voilà, et donc j'ai écrit. Ça a me servi pas mal d'exutoire quand les choses tournaient mal. Ça permet de tenir la route. Là, je pars pas tout seul. Là, il y a pas mal d'aventuriers, c'est vrai, sur le festival où ils partent un peu tout seuls. Je pense qu'ils doivent écrire aussi pour parfois se rattraper à une branche. Voilà, le fait d'être plusieurs, c'est aussi parfois désagréable ou dur, parce que la nature humaine, elle est pas facile. Alors, avant de nous parler peut-être de ces mauvaises expériences là-bas, ce papillon, on le trouve uniquement en Centrafrique ? Non, en fait, il est dans les parties boisées, forêt tropicale, bassin du Congo, donc il est jusqu'à l'est de la République démocratique du Congo. Il passe au-dessus du Gabon, du Cameroun, de la République centrafricaine, et il repart comme ça jusqu'au Libéria. D'accord. On en voit jusqu'au mont Nimba, qui est limitrophe entre le Libéria, la Côte d'Ivoire et
et le Bénin. Pas le Bénin, et la Guinée. Voilà. Et on le braconne pourquoi ? Parce que quand on braconne les rhinocéros ou les éléphants, je braconner le papillon. Mais alors, le papillon... Tu le comprends, mais tu l'acceptes pas ? Non, je l'accepte pas. Non, je le comprends. Je comprends. Tu le constates. Je constate. Voilà. Ouais. En tout cas, je sais pourquoi ils le font. Mais le papillon, est-ce que c'est pour des potions chinoises ? Non. Et en fait, il y a des personnes qui vont prétendre avoir le même titre que moi, c'est-à-dire entomologiste, mais qui ont une maladie qui s'appelle la collectionnite. D'accord. Et cette maladie est terrible parce qu'en fait, ces personnes vont se dire entomologistes et vont aller chasser et vont collectionner et vont récupérer ces insectes, les revendre. Et plus ils sont rares, plus ils coûtent cher, plus ils sont grands, où ils ont 1 millimètre de celui qui était précédemment capturé en plus, il est encore plus cher. Et c'est une maladie psychique, on l'appelle comme ça, mais c'est pour plaisante, c'est pour rire jaune en fait. Oui. Dire ils ont la collectionnite et c'est ça. Et en fait, il y a des acheteurs. C'est toujours pareil, c'est le problème de l'offre et de la demande. Tant qu'il y aura des acheteurs, parce que la bête est rare et qu'ils sont fanatiques, les bêtes seront capturées. Et l'autre problème, donc ça c'est la demande. Et en fait, en République centrafricaine, c'est un des pays avec le plus petit PIB du monde, hein, c'est une catastrophe, pas d'accès à la mer, ils sont enclavés, ils ont des gros problèmes de gouvernement, il y a des forces qu'on ne va pas citer ici qui squattent le pays, enfin voilà. Donc tout est compliqué pour eux. Et il y a des options, soit ils vivent dans la précarité du début jusqu'à la fin, soit ils se mettent dans l'orpaillage, parce qu'il y a énormément de cailloux, soit ils braconnent, et ils braconnent soit de la viande de brousse, soit ils braconnent des papillons, parce que dans la culture, ils font des tableaux avec les ailes de papillons, par exemple. Et en fait, les papillons, comme on peut voir sur mon stand, sur les affiches, viennent très facilement au bord des rivières, au bord des pistes. Et ils peuvent être très gros, très brillants, très jolis. Et ils les laissent pas, ils les observent pas. Ils les chassent et ils les revendent après à Bangui. Et après, ça repart en Occident pour les collectionneurs. Oui, moi je me souviens, on en parlait hier. J'avais de la famille qui était en Centrafrique dans les années milieu 80, début 90 et qui revenait avec des tableaux d'ailes de papillon. Oui. Ça, c'est l'art des culturel. Dans du plexiglas. Ouais. Enfin, voilà, épinglés dans des boîtes. C'est ça, ouais. Ça se fait encore énormément. Donc, moi, j'ai des boîtes de collection chez moi avec ma spécialité, c'est les menthes. Mais en fait, pour moi, c'est des bêtes de travail. C'est-à-dire que c'est des collections de référence, c'est des échantillons que j'ai, ils sont datés, ils sont géolocalisés, ils sont sur des banques de données, ils vont finir au Muséum d'histoire naturelle de Paris, ils me servent à décrire des espèces nouvelles pour la science. Ils sont là pour un intérêt. Et quand la bête, je la connais, j'ai plus besoin de la ramasser. J'ai plus besoin de l'étudier. Voilà. Là, c'est autre chose. Et c'est vrai que une des buts de cette expédition, le chef d'expédition est né en Afrique et était vraiment très très branché par l'Afrique centrale. Il allait énormément en République centrafricaine depuis les années 80. Et il constatait la même chose. Et il voulait arriver à convertir les locaux presque à faire des serres d'élevage. Je dis, vous avez les plantes sur place, oui, vous en collez un peu de prélèvement dans la nature, vous faites des élevages, et puis vous faites vos cadres avec des bêtes issues d'élevage, et puis vous laissez le reste dans leur milieu naturel, plus de prélèvement. Et puis il a pas réussi à aller au bout de son projet. Et ces papillons-là sont en voie d'extinction, sont rares. Mais la problématique, c'est on ne peut protéger que ce qu'on connaît. Et en fait, et comme ils sont pas répertoriés, et comme ils sont pas assez bien connus, on peut oui. pas dire, par exemple, l'UICN, l'Union internationale de la conservation pour la nature, fait des listes rouges. Donc ils vont dire que la panthère des neiges, elle est en voie d'extinction parce que elle est hyper documentée, parce que voilà, il y a les gens, ils vont la filmer, ils vont la prendre en photo, il y a des biologistes qui l'étudient. Mais si on va pas étudier ces insectes, on pourra pas les protéger parce qu'on saura pas s'ils sont nombreux, pas nombreux, si leur biologie elle est simple et ils peuvent s'adapter à des changements, si la chenille mange qu'une plante ou 10 plantes.
Donc si elle perd une plante, elle peut se rabattre sur l'autre. Si elle en mange qu'une, la plante disparaît. Il y a plus de sources alimentaires. C'est plein de choses qui nous manquent en fait pour arriver à les protéger. Et puis les insectes sont hyper nombreux. Donc ça aide pas par rapport aux mammifères ou aux oiseaux. Donc toi, ce papillon-là, il fait quand même ta priorité parce que tu aimerais participer justement à sa défense. Mais oui, parce qu'il est emblématique. Il est repris sur plein de timbres en Afrique centrale. Ah oui. C'est le plus grand papillon d'Afrique centrale de jour. Voilà, il est braconné et on aimerait casser les prix des femelles sur des plateformes de revente. Enfin, oui, c'est un symbole, mais c'est un peu comme le panda qui sert de logo pour des ONG. C'est pareil en fait, mais là c'est un insecte. Alors pour en revenir à tes carnets de voyage pendant ce voyage justement, est-ce que ce sont ces carnets de voyage qui ont donné naissance à Sa Majesté Papillon, ton livre ? Oui, voilà, c'est mon carnet qui retrace toutes les journées avec mes yeux. Hein, je dis bien mes yeux. Donc c'est mon point de vue. Et je reprends tout ce que j'ai vécu durant cette mission. Et puis j'explique aussi comment se passent des expéditions scientifiques à notre époque, la nécessité en matériel, la logistique, et puis l'Afrique aussi. Il y a beaucoup de parties sur les paysages d'Afrique, sur la forêt tropicale, sur la taille des arbres, sur la technique de grimpe aussi, parce que donc on est allé en canopée avec des grimpeurs. Voilà, donc c'est quand même très très diversifié et ça raconte tout ça et les événements qui nous ont. Je vous en laisse passer quelques-uns. Ouais. C'est que les fourmis légionnaires qui nous attaquent tous les soirs par cohorte de dizaines de milliers, infernal, à quitter la tente principale en courant parce que certains même étaient obligés d'enlever leurs pantalons et leurs t-shirts fissa parce qu'ils en avaient d'accrochés partout. Ouais, c'est terrible. Et c'était ça tous les soirs, parce quasiment. Ah oui. On s'était fait repérer. Ah oui, sûrement, du coup. Mais en fait, voilà, un des soucis de l'expédition, c'est qu'il faut être rigoureux. Il faut être responsable et soigneux. Et si sur la tente principale, on laisse un plat lyophilisé vide traîner, on a le fond du car avec le café encore sucré, ça... On attire tout le monde très 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 rapidement. Ouais. Alors tu parles de pugilat, tu dis l'expédition tourne au pugilat. Ouais, c'est un mot fort que ma critique a trouvé pour faire la 4e de couverture. Okay. C'est vrai qu'il est à prendre, ça rend un peu du coup l'envie de lire mon livre un peu de façon un peu binaire en fait. C'est soit non soit oui. Mais en fait c'est pour montrer qu'en fait on était parti pour être tous ensemble orientés vers un but d'étudier cet insecte et tous branchés à faire ça. Et puis en fin de compte, la nature humaine, elle revient au galop quand elle est en difficulté, quand elle a chaud, quand elle a faim, quand elle a froid, quand elle dort mal, quand elle se fait bouffer par des fourmis, et si on a envie de tenir la barque, comme j'ai voulu le faire, et ben on est obligé de rentrer en conflit. Et donc il y a eu des conflits entre personnes qui ne faisaient pas ce pourquoi elles étaient venues faire. Et voilà, on a eu un souci de mise en place de travail, en fait. C'était du travail, donc il fallait œuvrer pour ce papillon. Et si on décroche et qu'on part faire autre chose, ou qu'on n'applique pas une certaine assiduité et rigueur, bah c'est ça. C'est compliqué. On est 1 mois en huis clos en forêt. Vous étiez combien ? 15 occidentaux, 15 métros. Il y avait 5 Pygmées Bahaka et puis des Centrafricains. Et puis, par exemple, les locaux centrafricains, on a essayé de les engager, on les rémunérait pour service rendu, à pister, à nous aider à construire le camp. On avait besoin d'aide pour pouvoir travailler. Et les premiers, ils sont arrivés et ils ont dit, bon voilà, on va faire ça et tout. Et puis le médecin commence à en voir qui tousse, puis il les ausculte, il dit bon, il revient nous voir, petit débrief, bon, il y a de la tuberculose, c'est pas ouf. Après, nous, c'est pas ouf pour nous, c'est pas grave, mais eux, du coup, il en parle avec l'infirmière, il dit, ça serait bien qu'on arrive à peut-être les soigner et tout. Et puis en fait, on était en réunion, mais
les Centrafricains nous écoutaient en dehors de la tente. Et puis certains traduisaient qui comprennent le français, ils traduisent en sango et tout. Et puis le médecin commence à dire j'aimerais bien les amener au dispensaire pour eux. Les amener au dispensaire, on fait une cure contre la tuberculose pour qu'ils y restent pas. Enfin voilà, autant en profiter qu'on soit là et qu'on ait les médocs. Et on s'est réveillé le matin, ils étaient partis en courant. Et en fait, ils ont entendu piqûre. Et ils a fait fuir. Et puis, et un autre groupe de Centrafricains en local, on leur dit voilà, vous pouvez travailler avec nous, on sera en forêt un mois. Et ils ont dit non, nous on préfère trouver des diamants. Bon bah ok. Et voilà, c'est tout ça qui a rendu les choses compliquées en fait. Parce qu'on part avec une idée de la logistique et puis les cartes s'effondrent en arrivant. La réalité. Voilà. Toi, comment tu as découvert ce métier? Comment alors tu nous racontais avant l'interview que petit tu observais la nature, des insectes. Raconte-nous comment tu es devenu ethnologue. Entomologiste, pardon. Mais tu vois, la mission, c'est un lapsus parce que c'était pas loin de l'ethnologie, la mission. En fait, oui, effectivement, je suis passionné de nature, en particulier des insectes, mais toute la nature. Et en fait, dans le cadre de randonnées en montagne, de vacances à la campagne dans le Limousin, voilà, proche de la nature, je suis pas très urbain. Et ben en fait, j'ai été beaucoup attiré. Il fallait que je les observe, il fallait que je les vois se reproduire, grandir, se déplacer. Je lisais Jean-Henri Fabre. Voilà, j'ai été alimenté. Et mes parents m'ont jamais contraint. Quand j'avais un cadeau de Noël, c'était un beau livre sur les insectes. Enfin, tout était orienté. Et puis zéro contrainte. Et donc ça a duré très longtemps comme ça, toute la jeunesse. Et après, pour les études, j'étais en fait très rapidement formé en autodidacte comme entomologiste. Et puis j'ai fait des études de biologie. Et parce que là, dans le cadre de voyage, et du coup, j'avais besoin de voyager, en fait, d'en voir. Surtout, les insectes tropicaux sont plus grands, parfois plus colorés, plus nombreux, plus diversifiés. Et je me suis dit, ça peut être le métier où si je me mets à mon compte, j'aurai la liberté de partir où je veux, quand je veux, avec qui, et faire ces missions, étudier les insectes, ceux que je veux. Et voilà, et ça c'est vraiment c'est important pour moi, cette liberté. Alors on la paye, hein. C'est pas la même liberté que d'autres personnes qui sont ici, mais ça me permet de voyager, d'étudier ces insectes. Donc c'est important. Donc tu pars avec un matériel déterminé à chaque fois? Oui, alors c'est le matériel de base de la personne qui part en baroude. Hein, c'est hamac tropicalisé, le 80 litres, chaussures tropicalisées et le matériel technique. Et puis après, il y a le matériel entomo. Ça fait beaucoup de poids? Non, souvent un filet à papillon c'est léger, une boîte c'est léger, quelques bouquins, et après c'est beaucoup basé sur aussi des photos, hein. On prend beaucoup de photos, et puis quand il faut collecter, après tout ça c'est léger, hein. C'est vraiment en plus quoi, c'est des accessoires. Donc c'est très bien, c'est parfait pour voyager. Et on peut voyager sac à dos sur dos sans problème et faire de l'entomologie. Ouais. Et le métier a beaucoup évolué au fil des décennies. Alors tu parles de photos, avant on faisait des croquis, des dessins, alors peut-être ça se fait toujours, mais la photo a pris peut-être le pas sur le croquis. Qu'est-ce qui a changé dans ce métier? Effectivement, il y a pas mal de choses qui ont changé. Par exemple, il n'y a plus d'études pour finir... Avant, il y avait un DEA pour finir vraiment chercheur en systématique au muséum. Il n'existe plus. D'accord. Donc, c'est pour ça que je me suis formé en autodidacte, parce qu'on fait des études d'écologie, de biologie généraliste, mais on ne nous forme plus à étudier les insectes qui nous environnent et qui sont largement plus nombreux que nous. Donc c'est, pour quelle raison? Parce que ça apporte à rien, ça paye pas. On s'en fout des insectes. Sauf quand on est contre sur notre pare-brise, parce que. Ouais, mais il y en a moins maintenant. Oui. Sur les pare-brise. Donc il y a ça, et puis après il y a pas de poste en fait. Il y a plus vraiment de poste, et ça intéresse pas. Ça paye pas. Et effectivement, les techniques ont changé, ont dessiné beaucoup. Et c'est moi je vois, j'écris des articles scientifiques. Le spécimen, je fais pas un individu de dos dessiné, je fais pas une aquarelle, une gouache. Non, je prends photo.
avec un réflexe sur trépied. Il y a tout autant les détails, même parfois c'est presque mieux. Des pièces vraiment techniques, comme les organes génitaux, les mâles de menthe. Voilà, c'est très technique, mais ça permet de faire la différence d'une espèce à une autre. On prend une photo maintenant sous loupe binoculaire. Les dessins, c'est vrai que ça, on en garde un peu, parce que ça apporte un charme, mais au final, parfois, les détails, on peut les révéler avec un dessin, ce qui sont cachés. Mais si la photo suffit, en fait, il y a beaucoup de... C'est très moderne maintenant. Les bases de données, ça fonctionne à plein régime, pour faire des cartes de répartition. Il y a des applications pour prendre des données dans la nature directement, pour faire même les GPS deviennent has-been parce qu'il y a des fonds de cartes sur les applications qui prennent des données. Ouais. Donc voilà, ça se modernise, c'est vrai. Et du coup, ça rend les choses quand même beaucoup plus faciles pour travailler et être plus léger. Alors, ce qui est quand même surprenant, c'est qu'aujourd'hui, encore au 21e siècle, on est... Alors, surprenant, je sais pas, c'est peut-être un peu fort ce que je dis, mais il y a beaucoup d'insectes qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peu, et qui encore demandent des observations, des recherches. Mais ça, c'est le nerf de la guerre, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a des espèces qui disparaissent sans qu'on ait réussi à leur donner un nom binomial ou de comprendre comment elles vivaient, pourquoi elles ont disparu. En fait, là, ça va vite. Ça va vraiment très vite. On faisait l'anecdote des pare-brises, mais c'est une étude en Angleterre, ça. Et ils roulaient avec un filet sur le toit et puis ils comptabilisaient les insectes qu'ils collectaient sur un trajet en voiture. Et ils l'ont fait tout le temps, de façon régulière, même date, même période de l'année, même météo. Puis il n'y avait plus rien dans le filet, en fait. Et tout ça, c'est pour pas être... comment on appelle ça, éco-dépressif, il y a un nouveau terme, je sais plus comment ils disent. Mais tout ça, ça fait partie des pollinisateurs. Les pollinisateurs, c'est ceux qui vont permettre à nos arbres fruitiers, nos fruits, nos légumes, de fleurir, de se reproduire, de mûrir. Et c'est notre alimentation qui est quand même en jeu. Donc je m'accroche. Et j'essaie de voyager de façon le plus éco-responsable possible. Donc j'abuse pas trop des gros transports. Mais quand je voyage, j'y vais pour étudier les insectes, et je sais je sais pourquoi je vole. Donc c'est important pour moi. Et tu as des espèces en France que tu étudies aussi, ou tu vas vraiment chercher ailleurs ? Alors, moi, vraiment, j'étudie les insectes en France pour faire de l'entomologie appliquée, c'est-à-dire, par exemple, pour pouvoir les protéger, pour être là dans le cadre d'une étude d'impact où il va y avoir une construction pour étudier quels insectes sont présents sur ce milieu avant qu'il y ait la construction, parfois la bloquer. Donc il y a ça, et après il se passe aussi maintenant quelque chose, c'est que une espèce, ça peut faire le tour du monde grâce au commerce humain. Et il y a moi, ma spécialité, c'est les menthes, et il y a des menthes exotiques qui rentrent en France. On en est à la deuxième là. J'ai un papier dans les tuyaux. La première, j'ai écrit il y a 3 ans. Elle est arrivée d'Asie, cargo, Fos-sur-Mer. Et donc il y a une personne, mais c'est marrant parce que ça se recoupe avec toutes les questions. C'est-à-dire que la personne, elle a une application pour mettre en ligne des données. Et il est sur son balcon, 5e étage, 9e arrondissement de Marseille. Et puis sur une de son mur, attiré par la lumière, une menthe. Il la prend en photo, il la met sur l'application. Et moi, je suis validateur de cette application. Et donc, je tombe sur la photo, je fais hop. C'est quoi ça ? Et en fait, du coup, après, on fait des recherches, on retrouve d'autres données sur d'autres plateformes qui publient des données naturalistes. Et puis, je dis, nouvelle espèce qui est rentrée par les cargos directement depuis l'Asie. Et là, c'est le papier, c'est une autre qui est arrivée plus par ses propres moyens, qui voyage de façon plus, pas japonais, plus sporadique, qui arrive de Centre-Europe. Elle s'appelle Caucasica, donc elle arrive vraiment du Moyen-Orient, Europe centrale. Et elle prend son temps, et donc elle était en Italie, elle était péninsule des Balkans, et puis elle a passé un peu par la Méditerranée, donc il y en a en Sardaigne, elle est à Madrid, et là elle rentre par Toulouse, elle rentre par Montpellier, elle est rentrée par Lyon. Ouais. Et donc ça fait 10 espèces de menthes en France, dont 2 exotiques. Et est-ce que
pour elle, c'est viable, je suppose, d'être en France. Ouais. Si vous avez des découvertes, c'est qu'elle s'y plaît. On la découvre, puis on découvre une femelle. Ouais. Et le jeune, c'est un jeune photographe qui est près de Montpellier et qui a pris en photo. Il a dit ça, c'est pas de chez nous. Je dis non, c'est pas de chez nous. Et puis il y retourne et puis en fait, les menthes elles pondent dans une espèce de mousse qu'on appelle une nothèque. Dedans, il y a les œufs qui sont rangés. Et il dit mais il y a des nothèques partout. Là, dans les saules, et il prend des photos. Il dit mais c'est incroyable. Et était au bord de la Mosson, la rivière qui est à l'ouest de Montpellier. Il y en a partout. Et là, j'y retourne. Oh, il y a encore des femelles. Et en fait, il en voit autant. C'est que ça fait un moment qu'elles sont arrivées. Hein. Ouais. Et puis en fait, comme elles sont, quand elles viennent d'Asie, elles sont Asie altitude. En fait, elles supportent très bien le tempéré. Puis qu'est-ce qu'on a de tempéré encore maintenant? Ouais. Moi, je viens de Normandie. J'ai plus d'hiver froid. Hein. Les étés, il fait 35. L'hiver est doux. Donc voilà, les bêtes s'installent. Hein. C'est pas un problème en fait. Et est-ce que comme le frelon asiatique, le varroa ou d'autres insectes invasifs, ces menthes religieuses ou les écrevisses aussi, il y en a d'autres, mais oui, il y a des plantes aussi. Est-ce que ça peut nuire à nos insectes Ça, c'est la prochaine étape en fait. Ouais. C'est d'arriver à savoir quelle est leur implication dans l'environnement qu'elles viennent de coloniser. Est-ce qu'elles vont prendre la niche écologique de nos menthes autochtones? Est-ce que c'est des super prédateurs et elles vont se mettre à boulotter la moitié des insectes du coin donc ça, c'est la partie d'après et c'est pareil. Ça passe par l'étude en fait et il faut retourner sur le terrain et observer et étudier. Et là, on est en métropole, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Alors, ça sera ma dernière question, mais je voudrais rebondir là-dessus parce que notre regard d'humain sur la nature qu'on veut absolument comme ça mettre dans des cases et puis bien ranger et puis défendre ou trafiquer pour que ça fonctionne comme nous on veut. Est-ce que finalement c'est grave que une menthe religieuse prenne la place d'une autre menthe religieuse? Est-ce que c'est grave que la nature évolue comme elle a toujours évolué, ou est-ce que finalement c'est le cours de l'histoire? On est un des biais du cours de l'histoire parce qu'on facilite le transport de pas mal de choses. Donc si on plante des espèces horticoles qui arrivent au final à partir des jardins et à se retrouver partout, c'est nous, on est un gros catalyseur de cette problématique. Donc on peut dire ça sera le phénomène maintenant courant et on va faire avec, mais il y a potentiellement un risque que la nature, la biodiversité s'homogénéise. Par exemple, le frelon asiatique, il est là, on ne pourra pas s'en défaire. Ok, il attaque les ruches, Apis mellifera, c'est un problème pour les apiculteurs et tout, mais en fait, il a un impact sur le reste de la biodiversité dont on va moins parler parce que Apis mellifera, elle fait du miel et que c'est... Oui, puis l'apiculteur... Et l'apiculteur, il en bosse. Et puis il fait venir des abeilles de l'autre bout de l'Europe. Et après, il va faire revenir des ruches parce qu'il a plus d'essaims qui résistent et des choses comme ça. Mais voilà, si le frelon asiatique se met à boulotter tous les insectes et qu'il y a de plus en plus de nids, alors on se dit qu'à un moment donné, on va atteindre un plateau parce qu'il y aura plus de place. En fait, même pour eux, ils seront en compétition. Et donc là, on pourrait peut-être atteindre un facteur limitant, mais je vois la plante, la renouée du Japon. C'est une plante où un petit morceau de 2 cm, s'il descend par exemple la Saône là, qui est à côté, hop, il se met sur la berge, ça recolonise. Et un petit morceau se casse, hop, elle redescend 30 km, et hop, elle recolonise. Et on a plein de rivières, de bords de rives, de rivières, de fleuves qui sont colonisés par cette plante. Et cette plante, son pied et repousse les autres plantes. D'accord. Donc autour de cette plante, il y a rien. Elle sert à rien. Il y a aucune bestiole phytophage, donc herbivore, qui va la consommer. Donc on peut tendre vers une certaine homogénéité qui serait une perte de richesse en fait de biodiversité. La nature ferait comme l'humain avec nous on a fait des carottes
avec la bonne dimension, des bananes avec la bonne courbe, des Et puis avocats avec. Si t'es pas droit, t'es rejeté. Oui, c'est ça. Ouais. Sinon, tout va bien. Ça, ouais, c'est important quand même. Ça a plombé là. Hein, oui, un petit peu. Désolé. Hein. Mais sinon, mon livre est à son côté poétique on va terminer et humain avec énormément d'humilité. On peut le trouver comment ton livre ? Il est proposé à 5000 librairies partout en France, donc à la commande. Hein, ça va, et des plateformes de revente aussi de livres. Je ne vais pas citer de nom, mais on peut le commander. Et directement vers moi. Donc je sais pas, donc si vous mettrez des liens, on verra on mettra des liens. On s'organise, mais directement à moi avec une dédicace, un mot. Voilà. D'accord. Je vois Fnac, Livre Nova. Si tu te permets de les citer, Cultura, De Citre, Chapitre, Kobo, Fnac, et l'Armitière à Rouen, que je viens de Normandie, et puis vos libraires. Vos libraires, ils peuvent le trouver en passant par Hachette, des choses comme ça. Ah oui, il est adapté aux liseuses aussi. Exactement. Il y a une version numérique pour ceux qui sont loin ou qui voyagent. Donc il y a une version liseuse et puis la version papier pour les inconditionnels. Et est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux pour ceux qui ont envie de poursuivre oui, alors après j'ai un compte Facebook, Instagram, et donc on peut me retrouver facilement en tapant Nicolas Moulin, entomologiste. Et en ce moment j'en parle beaucoup, donc on devrait le retrouver assez facilement. Oui, très bien, on va partager. C'est gentil. Merci beaucoup Nicolas. Merci à vous. Je rappelle le nom de ton livre, Sa Majesté des Papillons, un récit poignant et poétique. Merci. Merci. À bientôt. Merci, à bientôt. Bye bye. Allô la planète, de retour de festival Périplétie à Mâcon, édition 2022.